Donc c'est un atelier qui est consacré à l'innovation maritime, notamment pour ce qui concerne les ports, leur évolution, à quoi ressembleront les ports demain. Et puis nous parlerons également de la cohabitation entre les différents usages, un dossier sur lequel également les parlementaires travaillent. Donc il y aura deux séquences, enfin il y aura trois séquences. Une première séquence sur les ports, avec trois parlementaires. Une deuxième séquence sur la cohabitation des usages, une vingtaine de minutes également, avec également trois parlementaires. Et puis nous terminerons avec Isabelle Thomas, qui est députée au Parlement européen, qui viendra évidemment réagir sur ce qu'elle a entendu, et puis également nous dire sur quoi aujourd'hui l'Europe travaille et quelles sont les grandes lignes du budget qui se décide actuellement au niveau européen. Donc, première petite séquence sur les ports. Quelle innovation actuelle et future? Comment leur développement se fait-il de manière évidemment durable? Je vais appeler donc Sophie Panonacle, députée de Gironde et membre du Team Maritime. Stéphane Clairaut, député de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et pour le groupement d'études sur l'économie maritime, je vais appeler Jean-Charles Larsonneur, député local, député du Finistère, de Brest. Voilà. Alors, vous allez pouvoir évidemment leur poser toutes les questions que vous souhaitez, enfin dans le temps qui nous est évidemment imparti, mais d'abord je vais leur demander à chacun des trois eh bien de présenter un peu leurs travaux. Et on va commencer avec vous, Sophie Panonacle. Juste avant de nous dire exactement sur quoi vous travaillez, comment est-ce que vous voyez l'évolution des ports, un mot sur le team maritime. Je ne suis pas sûr que tout le monde sache exactement ce qu'est ce groupe qui rassemble, qui réunit différents parlementaires de différents horizons, c'est ça? Allez-y. Absolument. Bien, écoutez, vous parlez d'innovation. La Team Maritime est une innovation en elle-même, puisque la décision, je l'ai prise en fait il y a environ un an, à la fin des assises au Havre. J'ai ensuite travaillé sur l'évaluation de la loi économie bleue, et c'est ce qui m'a décidé définitivement de mettre en place cette Team Maritime. J'ai eu la bénédiction, bien évidemment, du président de l'Assemblée nationale à l'époque, notre ministre François de Rugy, du Premier ministre également, qui trouvait cette idée effectivement innovante et intéressante de l'implication des députés au niveau de l'économie maritime. Alors au départ, j'avais décidé de l'appeler les commandos marines. Bon, ça a fait un peu, ça a effrayé le Premier ministre, donc on a changé de Team Maritime, c'était plus sexy. Qu'est-ce que c'est la Team Maritime? En fait, c'est une vingtaine de députés. Nous nous réunissons tous les mercredis à l'Assemblée nationale et nous invitons donc des acteurs de l'économie maritime, j'en vois un grand nombre dans cette salle, à discuter, à nous présenter leurs projets, leurs problématiques, comment on pourrait effectivement les aider. Donc ça, c'est chaque mercredi à l'Assemblée nationale. Nous les accueillons, nous vous accueillons donc. Nous sommes des députés donc, de différentes commissions de l'Assemblée nationale, pas uniquement développement durable, aménagement du territoire, ces commissions des finances, ces commissions des lois, etc. Ce qui nous permet effectivement d'être alertés sur, là aussi, différentes problématiques. Depuis la création de la team, nous avons organisé pas moins de 22 rendez-vous. 3 tables rondes sur le GNL, ce qui nous a permis d'aboutir, François de Rugy en parlait tout à l'heure, à l'adoption de l'amendement suramortissement GNL. Donc nous en sommes très fiers. Également, nous avons participé à 10 événements décentralisés et dont 2 dont je suis particulièrement fière, plutôt tournée vers les femmes. Et en tant que secrétaire de la délégation aux droits des femmes, j'ai beaucoup d'espoir dans les femmes et le maritime. Je tiens à saluer, je ne sais pas si c'est dans la salle, ce matin, Marie-Noëlle Tinet, la directrice adjointe du cluster, présidente de Vista, et beaucoup d'autres femmes donc, avec qui nous travaillons. Là aussi, c'est peut-être une innovation, les femmes et le maritime. Ça me semble intéressant. En tout cas, je vais y travailler encore pendant quelques années. Et c'est quoi les grandes questions sur les femmes et le maritime? C'est comment faire venir les femmes dans ce secteur? Absolument. Comment arriver à convaincre nos jeunes filles à intégrer le maritime, déjà à découvrir les métiers qu'elles ne connaissent pas, les convaincre, leur dire qu'elles ont autant de capacités, elles sont aussi compétentes que les messieurs, que ce soit dans le domaine privé, mais également dans la marine nationale. Voilà, il faut travailler également sur l'égalité des salaires. On sait bien que la problématique de l'écart des salaires de manière générale, dans le maritime, on a également ce problème. Donc voilà, accompagner les femmes du maritime. Quoi vous dire, nous avons également participé, nous avons une participation active à la mise en place de la REP, donc au 1er janvier. Ça, c'est pour illustrer notre travail.
Bien sûr, je reste attentive aux 36 propositions que j'avais émises lors du rendu de mon rapport d'information donc sur la loi économie bleue. Un grand nombre concernait les grands ports maritimes français, donc je vous en reparlerai dans 2 minutes. Avant juste de vous parler des ports, je voulais vous faire une annonce. Il y a 2 journées emblématiques en France qui sont les journées du patrimoine et la fête de la musique. Et depuis très longtemps, j'avais une idée qui était de mettre en place la fête de la mer. Donc je suis ravie parce que j'ai rencontré notre président de groupe cette semaine qui m'a donné son accord. Donc nous allons mettre en place la fête de la mer. J'entendais François de Rugy tout à l'heure nous demander de renforcer le lien entre les Français et le maritime. Et le maritime, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a 1 an et demi. Et je me rends compte aujourd'hui que, comme moi, il y a 1 an et demi, énormément de Français ne savent pas ce que ça veut dire. À part, au mois d'août, s'allonger sur sa serviette sur la plage, ils n'ont pas d'autres... Je caricature un petit peu, mais quand même, pour bon nombre de Français, le maritime, ça reste ça. Donc renforcer ce lien, faire connaître le maritime, valoriser l'économie maritime, je crois que c'est très important. Donc cette fête de la mer, ça sera 1 journée par an sur toutes les communes du littoral français, de l'Hexagone, de nos outre-mer également, en même temps, rendre populaire le maritime. Voilà, donc la date est fixée déjà? La date n'est pas encore fixée et j'aurai besoin de, bien sûr, vous toutes et vous tous pour monter ce projet. Et quand vous dites toutes les communes, c'est toutes les communes du littoral? C'est toutes les communes du littoral, sachant que l'idée, c'est effectivement de faire venir les personnes qui ne vivent pas sur le littoral, de les entraîner, de les faire venir. Voilà. Le littoral, ça ne doit pas être le maritime, pardon, ça ne doit pas être que nos côtes. Il faut que les Français comprennent que ça concerne tout le pays et que tout le pays a tiré bénéfice de cette économie. Donc pour revenir à nos ports, donc, concrètement, comment rendre les ports puissants? Eh bien, écoutez, il y a quelques mesures donc, qui permettront de donner cette puissance. C'est réformer le droit à la domanialité, bien sûr, portuaire, y compris en étudiant les questions de la fiscalité foncière, fixer les règles également pour les conventions de terminal, améliorer la gouvernance des ports et ensuite garantir le financement pérenne du dragage par l'État. Il y a d'autres mesures. Ce sont les mesures qui ont été annoncées dans le cadre du CIMER, donc nous nous en réjouissons. C'est une première étape. On doit continuer. Arrive également en discussion au Parlement la loi sur les mobilités, premier trimestre 2019 au Sénat et ensuite au printemps à l'Assemblée nationale. Bien sûr, on ne peut pas vous en dire plus aujourd'hui. J'espère revenir dans 1 an pour pouvoir être fier de ce que l'on aura porté et du travail que les parlementaires auront fait dans le cadre de cette loi sur les mobilités. Voilà. Je ne parlerai pas de l'économie maritime dans les Outre-mer. Je n'en parle pas volontairement puisque mon collègue Stéphane Claireau en parlera sans doute beaucoup mieux que moi. Mais effectivement, c'est un sujet très important qui nous tient à cœur également. Eh bien, justement, la transition est toute faite pour parler justement de l'outre-mer. Merci. Donc, je voudrais d'abord remercier les assises de l'économie de la mer pour inviter justement les parlementaires que nous sommes à nous exprimer sur les ambitions maritimes de la France. Donc, effectivement, l'outre-mer est une véritable force maritime. L'outre-mer est représenté déjà ici, puisque j'ai rencontré plusieurs membres de délégations ultramarines qui sont aux assises de la mer. En termes d'implication, je vois ici la présidente du Conseil national de la mer et des littoraux, Karine Claireau, qui est originaire qui est maire de Saint-Pierre, donc de chez moi à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc c'est vous dire les Outre-mer sont vraiment impliqués dans le développement maritime français. Donc nos territoires sont présents sur les 3 océans, donc le Pacifique, l'océan Indien et l'Atlantique, ce qui donne à la France finalement un statut vraiment particulier, notamment en Europe. Et grâce à ces Outre-mer, bon, on l'a dit, on l'a répété, mais la France a le 2e domaine maritime mondial, avec donc 11 000 km² de zone économique. Donc de par ce domaine économique étendu et dispersé un peu partout sur le globe, nos ports ultramarins finalement jouissent d'un positionnement géostratégique vraiment exceptionnel et qu'on devrait pouvoir exploiter. Donc je dis bien devrait parce qu'en fait nos ports sont... Il y a une grande inégalité en fait dans les ports ultramarins, puisque bon, il y a une grande différence en fait dans nos ports en ce qui concerne leur statut, en ce qui concerne leur mode de gouvernance, en ce qui concerne leur degré d'équipement. Il existe depuis 2016 une stratégie nationale des portuaires ultramarines, mais elle concerne finalement que les 4 grands ports maritimes ultramarins que sont les ports de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion.
Maintenant, sur les autres ports, et ces ports-là déjà doivent faire face à une concurrence très vive en fait, des voisins dans leur bassin maritime. Notamment, je pense au portuaire de Kingston en Jamaïque en ce qui concerne les Antilles, ou encore de Port-Louis à l'île Maurice en ce qui concerne la Réunion. Donc, déjà dans un rapport en 2015, le Conseil économique et social et environnemental préconisait de renforcer justement, en ce qui concerne les Antilles, la complémentarité de ces ports justement pour affronter cette concurrence. Il y a eu aussi l'installation en fait, du hub CMA-CGM à La Réunion qui en fait, a positionné l'île comme un point stratégique dans l'océan Indien. Et puis, nous avons aussi des atouts, puisque, par exemple, je note que le grand port de Martinique a décroché donc, la 2e place mondiale au Sea Trade Cruise Awards 2018, derrière Dublin et le port de croisière de Québec. Donc, on a quand même des atouts. Mais à côté de ça, d'autres ports, dans d'autres territoires, sont beaucoup moins bien lotis. Si je prends par exemple, parce que j'ai fait le tour un peu des parlementaires, je suis allé consulter mes petits camarades pour qu'ils me fassent remonter un peu leur problématique. Et si je prends Mayotte par exemple, donc le port de Longoni a été transféré au territoire depuis 2009. Or, ils ont des problèmes de gouvernance réels et les Mahorais souhaiteraient que le port par exemple devienne un port autonome d'État. À Wallis et Futuna, le port de Mata-Utu est le port principal d'approvisionnement de l'archipel. À côté de ça, Futuna n'a qu'un petit port, on m'a carrément dit un port vétuste, un véritable quai en bois qui handicape donc l'île de Futuna. C'est un peu la même situation que j'ai chez moi à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le sens où le port de Miquelon, par exemple, est beaucoup moins bien équipé que le port de Saint-Pierre. On parle même de double insularité dans ce cas-là. J'ai rencontré hier aussi les Polynésiens, parce que la Polynésie, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. C'est la moitié de la Corse, c'est dispersé sur un territoire qui est vaste comme l'Europe. C'est 118 îles, 76 habités, un port autonome à Papeete, et puis simplement 23 quais, m'a-t-on dit, sans vraiment de gouvernance, qui pose un réel problème dans la desserte interile. Et puis Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est un peu le dinosaure en termes de statut, puisque c'est le dernier port d'intérêt national relevant de l'État. Et donc, le système, nous n'avons pas non plus de système de gouvernance sur le port de Saint-Pierre, ce qui pose des problèmes, notamment dans l'évolution de ce qu'on pourrait faire, alors qu'on a des projets de développement, par exemple, de la croisière, qui est vraiment en croissance dans la région, ou encore d'un quai de plaisance. Donc, si vous voulez, pour conclure, la réforme portuaire de 2008, qui a été étendue donc, aux Outre-mer en 2012, a permis la création justement des 4 grands ports. Mais il ne faut pas oublier non plus les ports des autres territoires qui méritent justement de participer à ce développement maritime, à cette puissance maritime que devrait représenter la France, mais en manque d'innovation, effectivement, et en manque de moyens. On a besoin d'être accompagné par l'État. Merci pour cette introduction, Jean-Charles Larsonneur. Voilà, Jean-Charles Larsonneur, député de Brest, membre de la commission de la Défense, spécialement intéressé aux questions d'équipement des forces et de dissuasion. Et en tant que député brestois pur beurre et donc maritime par vocation, intéressé à différents sujets, beaucoup les énergies marines renouvelables, mais aussi, et c'est ce qui m'a mobilisé ces derniers mois, ces dernières semaines de manière singulière, la question du Brexit et la question de l'adaptation de nos ports, évidemment bretons, mais de la façade de la Manche en général, et même français au sens large, à la question du Brexit. Je me suis rendu la semaine dernière avec la ministre Elisabeth Borne, la ministre des Transports, mais également avec donc l'ensemble des acteurs, Union des ports de France, région bien évidemment, armateurs, CCI et ensemble des acteurs économiques, collectivités territoriales quelles qu'elles soient, pour aller porter, je dirais, une offre de service de la part des ports français auprès de nos homologues irlandais, et leur dire que nous sommes prêts à accueillir notamment leurs flux commerciaux à l'horizon du Brexit. Bon. Cette question du Brexit, un mémorandum d'entente a été signé à cette occasion pour pérenniser nos liens qui auront vocation d'ailleurs à être renouvelés à travers différentes séries de rencontres pour renforcer les liens
pour les liaisons maritimes entre l'Irlande et le continent. Alors, cette question de Brexit pose deux questions. Une question qui est une question, je dirais, d'urgence, au regard des échéances, notamment de mars 2019. Qu'il y ait deal ou no deal, nos ports devront s'adapter, et cela représentera un coût important à différents niveaux pour nos infrastructures portuaires, pour les services douaniers, bien sûr, et plus encore sans doute pour les services vétérinaires, pour tout ce qui est contrôle vétérinaire et contrôle SPS, sanitaire et phytosanitaire. On l'a évalué ce coût ? C'est un coût qui est important, alors évidemment qui dépend beaucoup de la taille des ports et du niveau d'infrastructures qui sont présentes. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra deux filières, si vous voulez. Une filière UK, quel que soit le niveau de Brexit, plus ou moins dur, et une filière classique UE. Donc on va déjà doubler le niveau d'installation. Alors, de ce point de vue, il y a une urgence qui est d'obtenir des fonds européens dans le cadre d'un règlement au nom un peu barbare de MIE, pour mécanisme d'interconnexion européen, qui dispose encore à ce stade de financement et que nous essayons de flécher. Nous nous battons pour ça, je dirais, avec toute la filière. Hein, ça va des collectivités territoriales jusqu'à nos parlementaires européens et demain en Conseil à travers la ministre des Transports et ses homologues européens pour flécher ces fonds du MIE vers les ports, français en particulier, parce que ce seront les premiers, enfin ils seront en première ligne avec les ports irlandais pour répondre à ces nouveaux défis de frontières posés par le Brexit. Puis il y a un deuxième volet, mais c'est pour lancer la discussion, sur l'inscription de nos ports dans les corridors européens pour obtenir à terme effectivement un niveau de subvention qui nous permette de développer des plateformes multimodales, un Interland, et inscrire les ports français, bretons et de la façade littorale, au sens large, dans un ensemble, un système de connexion à la hauteur qui soit une alternative aussi à des ports qui, eux, n'ont plus rien à prouver, comme Anvers, Rotterdam ou Zeebrugge. Merci. On va passer aux questions de la salle. Alors, questions, réactions par rapport à ce que vous avez entendu. Si vous souhaitez un micro, vous levez la main pour qu'on puisse... Oui, madame. Alors, est-ce qu'il y a une hôtesse avec un micro? Non. Si. Allô, bonjour. Anne Lepelletier-Marc de l'Association française du gaz. Oui. Donc, mon collègue Alain Giacosa, directeur de la plateforme GNL, n'a pas pu venir assister à votre table ronde parce qu'il est lui-même occupé à une autre table ronde. Mais il voulait traduire remercier, dire de la manière dont il a été écouté par l'équipe de Madame Vannenacle et puis le GNL, le suramortissement. Ça, c'est une très bonne chose pour les armateurs et pour le GNL. Et je redis que le GNL est quand même une des bonnes solutions pour résoudre en particulier les problèmes de soufre imposés par l'OM. Voilà. Donc c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une réaction positive. Positive. Alors, autre, levez la main. Oui, monsieur. Je vais me permettre de rebondir sur ce que vient de dire Madame de la Juslinière Evolène. Donc Evolène, certains le savent, représente l'industrie du pétrole, du gaz et des énergies marines renouvelables. Sur le GNL, je vais profiter que nos représentants politiques soient là. La grande inquiétude aujourd'hui est d'en voir le virage. Le virage national, on n'a strictement rien à ce jour pour distribuer dans 2 ans du GNL dans nos ports. Le virage a été pris par nos amis espagnols qui ont les dispositions idoines pour distribuer. Il a été pris de l'autre côté par nos amis italiens. La France n'a pas bougé. On sait où sont les enjeux. Ma question est simple. Qu'est-ce que le gouvernement est prêt à faire en subvention pour aider celui qui fera le premier bateau souteur? Alors, question adressée évidemment à Sophie Panonacle.
Oui. Écoutez, je crois que dans le cadre de ce PLF, nous avons quand même fait un grand pas en avant par rapport au suramortissement donc, pour les futurs bateaux au GNL. Donc c'est déjà quand même, de la part du gouvernement, un signe fort. Comme vous dites, ce n'est pas fini. Nous travaillerons cette année et en espérant dans le cadre du prochain PLF avoir sans doute d'autres subventions. Après, nous travaillons également avec les ports et je crois que les ports doivent également s'investir, mais ce qui est déjà le cas, hein, pour mettre en place cette transition énergétique. Sachant qu'aujourd'hui, on parle bien du GNL en tant que transition énergétique. On sait très bien que ce n'est pas une énergie propre à 100%. On sait très bien que cela va durer un certain nombre d'années et qu'on doit ensuite passer à autre chose. Alors attention à peut-être pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Cette transition, j'y suis à 200%, mais après le GNL, il doit y avoir autre chose. On parle aujourd'hui d'hydrogène peut-être, notre ami Yves Parlier parle de simplement réutiliser la voile, et pourquoi pas, il y a d'autres solutions. Donc le GNL, c'est formidable, mais je crois qu'il faut dès maintenant travailler à la suite. Autre question. Non. Pardon, permettez-moi de rebondir sur l'hydrogène. Sachez quand même que la France est en train de construire, non pas le premier, parce que le premier était un prototype petit, mais sur la Vendée, le premier bateau qui va desservir les fermes éoliennes du nord de l'Europe et qui va marcher à l'hydrogène. Ce bateau, qui est en construction, sortira des chantiers de Vendée, je crois, début juin prochain. Alors le pas est déjà pris, mais vous savez que s'il faut un bateau sauteur, c'est 25 ans d'amortissement. Mais je réitère les enjeux. Hein. Si je suis armateur, je ne vais pas venir dans les ports français si je ne peux pas faire le plein de gaz. Donc les 3, 5 ou 6 000 passagers touristes ne vont pas être déversés dans nos villes pour aller faire des achats, des visites et autres. Les enjeux sont là, hein, et les armateurs se posent des questions et souhaitent venir en France, mais il y a cette problématique. Même si les ports ont fait de gros efforts en disant si vous venez chez nous faire le plein de gaz, vous paierez moins cher les droits de quai. On sait tous ces progrès-là. On continue à travailler dessus. Il y a déjà des bateaux souteurs en cours de construction au GNL. Donc continuons effectivement ce travail. Mais nous pourrons en reparler, si vous le souhaitez, tous les deux, lors d'un mercredi à l'Assemblée nationale. Et nous sommes preneurs de vos bonnes idées pour aller plus loin, effectivement. Bien. Alors, pas d'autres... écoutez... Simplement vous remercier. Un petit mot de conclusion, peut-être chacun. Vous remercie. Alors effectivement, c'est vraiment de l'innovation, recevoir les députés en groupe sur votre plateau. L'année prochaine, peut-être qu'il y aura encore plus de monde. Hein. C'était la première, il fallait lancer, donc on essuie un peu les plâtres. En tout cas, on est ravis. C'est un véritable honneur pour nous d'être parmi vous aujourd'hui et un vrai plaisir. Donc on vous dit sans doute à l'année prochaine. Stéphane Clairaut. Oui, merci. Donc je disais tout à l'heure, nous sommes très heureux d'être là et de discuter avec toutes les personnalités du monde maritime. En ce qui concerne l'outre-mer, c'était important qu'on soit là. L'outre-mer est très important en ce qui concerne les ambitions maritimes de la France. D'ailleurs, ça a été soulevé ce matin par le ministre François de Rugy. Et justement, donc, nous faisons partie de la France. Nous sommes une force qu'on nous utilise et qu'on nous aide aussi à prendre notre place dans nos bassins maritimes. Pas vraiment oublier, mais en tout cas qu'on nous épaule à prendre notre place, la place qui est la nôtre dans nos bassins maritimes. Jean-Charles Arsenaeur. S'agissant des questions européennes et de Brexit, continuons à porter, comme nous avons su le faire ces derniers mois, l'équipe de France unie. C'est un message important parce que trop souvent, par le passé, les ports français, parfois, se sont fait concurrence ou n'ont pas réussi à coordonner leurs actions. Je constate aujourd'hui une vraie convergence de vues dans un contexte difficile où nous devrons nous battre ensemble. Donc continuons à porter ce message ensemble. Et pour tout le reste des sujets maritimes qui nous passionnent, députés intéressés aux questions maritimes, eh bien, vous êtes les bienvenus à nous solliciter. Alors certes dans le cadre des rencontres du mercredi à l'Assemblée, mais aussi dans n'importe quel autre cadre. N'hésitez pas à faire appel à nous. Nous sommes à votre écoute. Et merci encore pour votre écoute et vos questions. Voilà, et je précise que cet après-midi, il y aura une table qui sera consacrée évidemment à cette problématique du Brexit.
Merci. Voilà, oui, vous pouvez les applaudir. Merci beaucoup pour cette petite intervention. Je vais appeler maintenant pour parler de la cohabitation entre les différents usages de la mer. Comment réussir cette cohabitation? Yannick Horry, député de Loire-Atlantique, Sereine Mauborgne, députée du Var, et Liliana Tanguy, députée du Finistère. Voilà. Mesdames et messieurs, bienvenue. Donc, normalement, on a dû mettre... Alors, Yannick Horry, on va commencer par vous, puisque vous êtes en minorité. Député de Loire-Atlantique, je vous en prie. Vous travaillez notamment sur les EMR, je crois, et puis sur un rapport que vous venez de sortir sur la gestion du dérèglement climatique. Quel est le lien que vous faites avec la cohabitation des usages? Le lien, je suis donc député de Loire-Atlantique, de l'espace qui est entre l'estuaire de la Loire et la Vendée. J'étais auparavant élu local et le constat, c'est que dans les documents de planification locaux, que sont par exemple les plans locaux d'urbanisme, communaux ou intercommunaux maintenant, les schémas de cohérence territoriaux, qui sont des plans de planification à une échelle plus importante et qui se projettent à 20 ans, on s'arrête toujours au domaine terrestre. Même pour des espaces, même pour des zones géographiques qui sont dotées d'un littoral ou d'un estuaire. Or, cette démarche il y a une démarche qui est en train de se mettre en place pour prendre en compte toutes les activités donc, qui sont liées donc, à l'espace, à la mer, à l'océan, que ce soit la pêche, les activités de plaisance, de loisirs, les activités économiques quand on est près d'un grand port maritime, et toutes les interactions qui existent entre l'espace terrestre et l'espace marin. Et pour faire le lien avec le rapport, donc suite à une mission d'information, j'ai été rapporteur donc, sur la gestion des événements climatiques majeurs qui suivent Irma, mais aussi Xynthia. La conclusion, c'est qu'il faut adapter nos territoires, c'est-à-dire les rendre résilients, c'est-à-dire être capable d'amortir des événements climatiques majeurs. Alors, Irma, c'est un événement hors norme, avec des vents de 400 km à l'heure, suivi de José, de Maria. Mais sur la côte méditerranéenne, statistiquement, les événements, s'ils ne sont pas plus nombreux, sont dans leur intensité, par contre, l'intensité est plus forte et donc nécessitent des adaptations. Alors, ces adaptations, elles touchent à l'urbanisme et aussi à notre rôle de député. Par exemple, le recul du trait de côte qui se constate sur beaucoup d'endroits, que ce soit des falaises, du sable, aujourd'hui n'est pas considéré comme un risque, ce qui pose un certain nombre de problèmes pour des relocalisations, pour des indemnisations. Les ouvrages de défense de côte, la plupart sont sans propriétaire, avec des enjeux très importants en termes de responsabilité et de coûts. Donc tous ces faits méritent d'être pris en compte parce que il faut, pour adapter un territoire, il faut se préparer à ces événements. Alors se préparer, c'est aussi développer une culture du risque, donc admettre que ces événements puissent se produire, parce que dans toutes les auditions qu'on a eues, quelque chose qui revient souvent, c'est qu'on a une capacité d'oublier ces événements assez rapidement. Et quand on regarde donc les événements qui se sont produits depuis 50 ans, 60 ans et plus, on s'aperçoit qu'on très vite on les a oubliés, on a pris d'autres habitudes en termes d'urbanisme et autres. Donc pour terminer, c'est de dire qu'aujourd'hui, dans tous nos documents de planification, nous devons aussi prendre en compte ces événements de façon à s'y préparer et à rendre nos territoires donc adaptés, c'est-à-dire être capables d'amortir ces événements pour ne pas les subir. Et en quelques mots, qu'est-ce que dit le rapport sur lequel vous avez travaillé? Quelles sont les grandes mesures qu'il préconise? Il préconise des règles qui touchent à l'urbanisme. Je parlais de la législation aussi sur le recul du trait de côte. Je pense qu'il faut également clarifier certains aspects de la loi dite GEMAPI, qui concerne la gestion des milieux aquatiques et
la prévention des inondations, mais qui inclut les submersions marines aussi. Elle inclut aussi de clarifier le système assurantiel. Il y a donc un immeuble qui est un peu symbolique, et le Signal, où finalement il n'y a pas d'indemnisation des propriétaires parce que le système d'indemnisation ou de fonds Barnier n'est pas aujourd'hui, ne peut pas être activé. Donc tous ces points méritent d'être clarifiés parce que ces situations vont se reproduire. Donc voilà les points majeurs. Merci. Sereine Beauborgne du Var, députée du Var. Oui, merci de me donner la parole. Donc oui, département touristique, mais pas que. Mais pas que, militaire également. Puisque aujourd'hui, la mer Méditerranée, c'est 1% de la surface des mers du globe et c'est 30% de l'activité maritime. Donc évidemment, on voit bien que chez nous, la question, avec en plus une donnée technique complémentaire, c'est que le fond marin étant ce qu'il est, on a un plateau continental assez étroit qui, évidemment, est encore un accélérateur, je dirais, des conflits d'usage. Donc, effectivement, Toulon, c'est premier port militaire européen, première base navale de défense en Méditerranée, premier site industriel. Donc, évidemment, 15 ports sur le littoral de PACA. Donc, évidemment, un problème important, je dirais, pour la préfecture maritime. Donc, pour en revenir à ce que disait Yannick tout à l'heure, le document stratégique de façade établi par les préfets maritimes et qui finalement présente une base de travail pour les SCOT, même si nous, au sein du golfe de Saint-Tropez, la façade maritime est déjà intégrée dans le SCOT, le nouveau SCOT. Mais néanmoins, on peut toujours considérer qu'on peut faire mieux et que plus on va contraindre la discussion sur une base commune et plus on va progresser à la fois dans la lutte contre l'érosion, le trait de côte, où nous, c'est déjà un problème qui est réel. C'est-à-dire que la mer Méditerranée est une mer totalement faussement calme. Donc il y a énormément de houle, énormément de dégâts l'hiver sur les plages. C'est aussi ce qui a provoqué la grande difficulté à Pamplonne de la réinstallation des restaurants de plage, parce que c'est un aspect qu'on n'a pas du tout évoqué pour le moment, mais l'activité, je dirais, balnéaire en bord de mer, elle est très importante et il est important de bien l'encadrer pour qu'elle ait une pérennité, parce qu'en réalité, quand une plage disparaît du jour au lendemain, effectivement, on peut avoir 3, 4, 5 restaurateurs qui disparaissent avec elle, et donc des emplois, de l'économie qu'il faut penser autrement. Donc les questions d'usage à la fois en mer, mais aussi en bord de mer sont essentielles à envisager pour nous, les législateurs, et effectivement avec une vision, je rejoins Yannick, sur au moins une vingtaine d'années. Donc évidemment, en mer, je dirais le nombre d'acteurs qui sont usagers de la mer est effectivement à prendre en compte. On en parlait tout à l'heure avec Jean-Charles Larsonneur, évidemment les activités de défense, les activités liées à la protection de notre pays et à la marine nationale, les activités liées au transport de passagers, évidemment, puisque nous, en Méditerranée, je n'ai pas le chiffre là tout de suite, 13,5 millions de passagers qui transitent. C'est énorme, en activité de croisière. Le grand yachting, évidemment, pour la manne financière qu'il représente pour des communes comme Saint-Tropez, on l'imagine assez aisément. Mais aussi, je dirais, toute la petite plaisance qui pose des problèmes, je dirais, très importants sur notamment les pêcheries, puisqu'aujourd'hui, la plaisance a quand même réussi un tour de force qui est celle d'être finalement moins encadrée sur le plan juridique dans son activité de pêche de plaisir que les activités de pêcheurs professionnels. Ce qui est quand même un peu une énormité. Enfin, si on prend par exemple l'exemple du thon rouge, qui est un exemple très concret qui va parler à tout le monde, qui a été totalement supprimé en Méditerranée pendant presque une dizaine d'années pour laisser les alevins finalement arriver à des volumes, puisque c'est un poisson à croissance très lente et à reproduction très lente, pour arriver à des tailles acceptables pour recommencer la pêche. Aujourd'hui, un pêcheur traditionnel et professionnel qui pêche un thon rouge, on peut l'obliger à le détruire.
alors qu'un pêcheur plaisancier, qui va lui-même pêcher le même thon rouge, on ne l'obligera pas. Donc effectivement, il y a vraiment, on voit bien des conflits d'usage qui peuvent provoquer des grosses difficultés. On n'était pas dans les mêmes proportions non plus entre le plaisancier et le professionnel. Alors, sauf que nous, en Méditerranée, on a quand même essentiellement de la pêche artisanale. Je dirais que, hormis à 7, où là, effectivement, on a des armateurs qui peuvent avoir des moyens quasiment industriels, en dehors de cela, on a des pêcheries avec des prud'hommies de pêche qui sont extrêmement, finalement, discrètes sur le plan de leur impact environnemental. Et puis je voudrais juste aborder un dernier point qui est très important pour nous, c'est la question de la sauvegarde des herbiers de Posidonie, qui sont vraiment le poumon vert de la mer et qui se situent à des profondeurs très restreintes, c'est-à-dire 0 à 40 mètres, avec une nécessité très très importante de pouvoir encadrer, accompagner la plaisance, parce que chaque amarrage est un problème de mise en danger et de destruction des herbiers de Posidonie. Donc un vrai sujet. Et puis, pour terminer, sur la question des transports, évidemment, quand on prend en considération la formation globale des marins à l'échelle mondiale, on peut se dire, je reprends à mon compte les mots du préfet maritime du Var, l'amiral Duché, qui dit qu'on danse sur un volcan parce que aujourd'hui, les normes de formation des marins, quand on n'avait que des Philippins, ça se passait bien. Mais finalement, le dumping social qui arrive sur nos mers et sur la marine marchande mettent gravement en danger nos côtes, mettent gravement en danger l'intégrité de notre mer. Par manque de professionnalisme. Par manque de professionnalisme, par manque d'anglais, par manque de mise en application finalement des consignes de régulation de la navigabilité. Et l'exemple le plus simple et le plus récent, c'est l'éperonage au nord du Cap Corse des 2 bateaux maltais et tunisiens qui a été prévu, anticipé, et qui aurait pu être évité. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc avec évidemment déclenchement de polmar, terre, mer, une réaction exceptionnelle de la part des préfectures, un pompage en mer extrêmement efficace, mais néanmoins une marée noire derrière et donc un impact économique certain. Qui aurait pu être évité selon vous? Qui aurait pu être évité puisque les marins ont été prévenus 40 minutes avant la collision. Et sans finalement avoir de réaction, on est dans un cadre où il y a un bateau amarré et un bateau qui fonce sur lui à pleine vitesse et qui ne ralentit pas. Donc, voilà, un vrai sujet. Un vrai sujet. Merci Liliana Tanguy. Bonjour à toutes et à tous. Liliana Tanguy, députée du Finistère de la 7e circonscription. Donc, pour ceux qui sont finistériens, c'est pour la baie Douarnenez, Audierne et donc jusqu'à l'île de Sein. Je suis membre de la Commission des Affaires étrangères et également vice-présidente de la Commission des Affaires européennes à l'Assemblée nationale. J'ai également dans mes fonctions d'être membre de la mission d'information Brexit, étant donné que je suis membre de la vice-présidente de la Commission des Affaires européennes. Nous nous sommes penchés avec la Commission des Affaires étrangères conjointement et la Commission des Affaires européennes sur le suivi des négociations du Brexit. Et à ce titre, nous sommes rendus plusieurs fois à Bruxelles. Nous avons rencontré M. Barnier, le négociateur en chef, et également M. Juncker pour évoquer ces discussions. Et je suis également en lien aussi direct avec la ministre de l'Europe, Madame Loiseau, qui porte la défense de nos intérêts et ceux de l'Europe dans cette négociation avec les Britanniques. Tout récemment, j'ai été nommée aussi vice-présidente de la commission spéciale qui vient de se mettre en place à l'Assemblée nationale pour organiser le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, qu'on appelle la commission spéciale Brexit, et qui commence tout juste ses travaux pour pouvoir donner la possibilité au gouvernement d'agir par ordonnance pour pouvoir se préparer à toute éventualité. Alors on parle de hard Brexit, enfin de sortie sans accord. C'est effectivement un risque, mais
Moi, je reste optimiste. Tout récemment, il y a 2 jours, j'ai discuté avec l'ambassadeur du Royaume-Uni à propos de ce projet de loi. Bon, il est plutôt optimiste. Il pense que le Parlement britannique votera donc l'accord tel qu'il vient d'être adopté au Conseil européen. Par ailleurs, je suis aussi coprésidente du groupe d'études économie maritime à l'Assemblée nationale, qui est un groupe institutionnel transpartisan et qui travaille de concert avec la team maritime, qui a été présentée tout à l'heure par ma collègue Sophie Panonacle. Donc l'objectif de ce groupe d'études, dont la plupart des députés présents ici sont membres, c'est de réfléchir et aussi de prendre en compte les attentes des acteurs de l'économie maritime dans le cadre de la stratégie maritime française. Et nous sommes en lien et en dialogue étroit avec le secrétariat général à la mer, à qui nous on part de nos analyses. Alors on a démarré il y a peu de temps, il y a quelques mois. On a commencé à faire tout un programme d'audition, une vingtaine d'auditions, pour pouvoir analyser en fait la situation dans les différents secteurs de l'économie maritime, et en vue d'être ensuite force de proposition pour enrichir la stratégie maritime du gouvernement. Et donc j'invite aussi, comme l'a fait tout à l'heure mon collègue Jean-Charles, qui fait partie du groupe d'études, à tous ceux qui souhaiteraient donc que nous échangions pour que nous puissions organiser d'autres auditions afin de faire un état des lieux très précis de la situation et permettre ensuite de faire des propositions, ou du moins d'alerter sur des problèmes majeurs qui pourraient entacher notre économie. État des lieux qui doit être fait pour quand ? Alors l'état des lieux, bon, on a toute la mandature si vous voulez, mais en fait on va faire des points réguliers. Avec des propositions régulières ? Oui, alors là par exemple, très concrètement pour le CIMER qui a lieu à Dunkerque, nous avons fait remonter des points d'alerte et aussi des propositions au SGMR qui en a tenu compte en partie. Donc ça, se fait sous l'égide du groupe d'études économie maritime que je co-préside avec monsieur David Lorion, qui est député de La Réunion et qui s'excuse de ne pas pouvoir être là aujourd'hui. Un peu occupé par l'actualité, on l'imagine. Voilà, il y a des problèmes très urgents à régler dans sa circonscription. Sinon, je voulais également dire d'un point de vue législatif, tout comme je me suis associée donc à mes collègues qui ont donc porté l'amendement de M. Hamada concernant l'aide fiscale, enfin permettant l'acquisition de bateaux propres. Et c'est un amendement qui est passé. Nous en sommes très, très contents. Et je précise que j'avais sous-amendé l'amendement pour qu'on puisse prendre en compte la propulsion vélique, c'est-à-dire à la voile. Parce que là, c'est pareil, comme disait ma collègue Sophie, il y a des bateaux qui se construisent pour GNL, mais il y en a aussi en vue d'une propulsion vélique. Voilà, ça c'était pour ce qui était des missions du groupe d'études. Et par ailleurs, donc, on m'a demandé d'intervenir donc, sur la cohabitation des usages. Là-dessus, moi, je voulais faire un rappel un peu plus global, réglementaire, pour expliquer que en France, nous sommes en train de réfléchir à la façon dont on doit faire cohabiter les usages et les activités en mer. Et on le fait en réponse à 2 directives européennes. La directive cadre stratégique pour le milieu marin, qui date de 2008, et la directive de planification de l'espace marin, qui date de 2014. Donc c'est une réglementation récente. Et ces 2 directives qui s'imposent donc aux États membres
elle vise à mettre en place des documents de planification justement des usages en mer, et dans un document qui s'appelle le document stratégique de façade, et qui en fait est la réglementation qui va réguler les activités en mer jusqu'à 200 000 en mer. Il existe ce document ou il est en cours d'élaboration? Alors ce document, il existe. Il est en cours il y a deux choses qui ont été déjà adoptées, mais ça je parle un peu sous contrôle de la direction interrégionale de la mer. C'est qu'il y a deux objectifs qui sont poursuivis dans ce document. Deux objectifs stratégiques qui répondent chacun à l'une des directives, donc la protection du milieu marin. C'est-à-dire que la directive dit qu'il faut un milieu sain, propre et productif. Et donc, c'est ce que nous cherchons à faire à travers ce document stratégique, d'être en conformité avec cette directive. Et il y a également les objectifs économiques et sociaux qui sont orientés vers les activités en mer et qui donc répondent à la directive de 2014 qui consiste en fait à répondre à la question comment on spatialise la mer. C'est-à-dire quels sont les objectifs que nous poursuivons, que veut-on faire de la mer, où installe-t-on les activités et quelles sont les priorités en termes de protection. Donc ça, ce sont des documents qui sont pilotés par l'État à travers le ministère de la Transition économique et qui sont également supervisés par la Direction interrégionale de la mer. Et pour ce qui nous concerne, ici, nous sommes sur la façade maritime, donc Nord-Atlantique, Manche Ouest. Et il y a des documents qui existent aussi pour les autres façades maritimes que sont en France, donc Manche Est, mer du Nord, qui est au-dessus de nous, le Sud Atlantique, voilà, et Méditerranée. Et donc, il y a également l'outre-mer qui, elle, traite exactement du même problème, mais selon un document qui raisonne par bassin et non pas par façade. Voilà, donc ça, c'est le document, si vous voulez, de référence. Et pour ce qui concerne notre façade, eh bien, nous avons à nous organiser d'un point de vue régional. Donc, on a une stratégie régionale pour mettre en œuvre cette politique, ces objectifs stratégiques de façade. Et donc, c'est de concert la Bretagne et les Pays de la Loire qui se sont dotés de deux instances de gouvernance pour l'élaboration de la stratégie régionale. Et pour ce qui est de la Bretagne, c'est porté par la conférence régionale mer littorale, le CRML, et ça c'est pour la Bretagne. Et donc c'est présidé par le président de région, le préfet maritime et le préfet de région. Donc le préfet maritime a un rôle très important. Et pour ce qui est du Pays de Loire, c'est une entité qui s'appelle l'Assemblée régionale pour la mer et le littoral. Et donc ces deux assemblées, en fait, travaillent sur l'objectif commun de faire débat entre les acteurs de la mer pour qu'on arrive en fait à se mettre d'accord sur la façon dont on utilise, dont on concilie les usages. Donc en fait, ces documents, ils ont pour vocation, ils sont en cours d'élaboration sous la forme d'un, qu'on appelle ça, je cherche le terme exact. Un autre document. Oui, encore un autre document, je suis désolée, c'est comme ça, c'est la carte d'évocation de la façade maritime. Donc la carte d'évocation de la façade maritime, je suis désolée, c'est un peu technique, mais c'est nécessaire de savoir que cette carte est en cours de discussion et d'élaboration entre ces instances. Et la particularité, je dirais, une organisation innovante des Pays de Loire et de la Bretagne, c'est que ça se fait vraiment dans un esprit de concertation et de dialogue, parce que ce n'est que de cette manière-là qu'on arrive à utiliser de manière optimale le potentiel qu'offre la mer et l'océan, et en même temps de protéger le milieu maritime. Merci. Merci bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors. Madame, s'il vous plaît. Oui.
Levez la main. Voilà. Allez-y, montez. Oui, donc Agnès Garçon, je suis membre du Conseil maritime de Façade-Namo et je viens vous faire part d'un ressenti. J'ai quand même le sentiment, au travers de toute cette planification maritime, qu'on s'attache finalement à régler plutôt les problèmes de la bande côtière. Pour être très clair, les conflits dits d'usage se situent essentiellement dans les 6002. Et je me demandais, quand j'écoute notamment les régions débattre, les très beaux rapports des Césaires, etc., pourquoi on ne remet pas sur la table les notions de capacité d'accueil des territoires? Parce que finalement, tout le monde veut se développer, mais tout le monde veut aussi se développer dans une mer saine et propre. Et cette pression anthropique qu'on nous annonce pour le futur peut quand même paraître à résoudre d'abord. Alors, oui, Yannick Ory. Dans les documents d'urbanisme, donc, notamment dans les zones littorales, en effet, cette capacité d'accueil doit être prise en compte. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, donc, la pression démographique est très forte sur le littoral. Il y a plus de 9 millions de Français qui vivent le long des côtes. Et la croissance est beaucoup plus importante, le nombre d'habitants est beaucoup plus important qu'ailleurs. Donc, en effet, les enjeux sont de plus en plus importants, enjeux donc, en termes d'urbanisme, de pression foncière, enjeux, ça a été évoqué bien sûr, enjeux en termes d'économie, de logistique, etc., au moment où les aléas sont aussi, les aléas, c'est-à-dire les événements climatiques, sont pour certains de plus en plus importants, les risques de submersion, j'évoquais le recul du trait de côte. Voilà, donc toutes ces interactions sont à prendre en compte dans les nouveaux documents. Mais on ne peut pas ignorer ces faits, quelle que soit leur cause. Le constat, lui, parle. Oui, si je peux rajouter, vous avez raison, madame, de dire que effectivement, la difficulté, c'est d'arriver à concilier développement de l'économie maritime et en même temps protection du milieu marin. Et la tentation serait grande d'opposer les deux, c'est-à-dire l'écologie et l'économie. Mais justement, ces documents-là qui nous servent de cadre, ils visent à faciliter la concertation. Et les endroits où ça marche, c'est vraiment lorsqu'on discute entre acteurs et de manière des fois assez franche, mais c'est la seule manière de faire cohabiter, par exemple, les futurs porteurs de projets éoliens et les pêcheurs. Merci. Alors, qui souhaite... Oui. Alors, monsieur d'abord, allez-y. Oui, bonjour. Je voulais rebondir effectivement sur la planification maritime. Je suis Fabien Métayer, je suis le délégué général de la Fédération des industries nautiques. Juste pour vous dire très rapidement que nous considérons que cette question est effectivement abordée de manière assez technocratique et très administrative, mais elle comporte en son sein des développements extrêmement politiques. C'est la raison pour laquelle, et je le remercie encore, nous avons travaillé avec le président du groupe d'études au Sénat, qui est présent dans la salle, Michel Vaspart, sur une conférence qui s'est tenue il y a quelques semaines. Cette conférence, elle a dit plusieurs choses très intéressantes, je ne vais pas y revenir, mais on a appelé de nos voeux que sur la seconde période qui va s'annoncer à partir du deuxième semestre 2019, et qui va être extrêmement importante parce qu'on va décliner au sein des objectifs des projets qui vont lier effectivement, on est dans le développement durable, à la fois l'économique et l'écologique, qu'il y ait une véritable politique de financement qui y soit associée. Un partenariat public-privé avec des collectivités, avec l'État, aussi avec des établissements privés, mais que cette planification, elle puisse s'inscrire dans le concret. Et par ailleurs, sur l'outre-mer, on souhaiterait faire le même travail, sauf que l'outre-mer est scindé en bassins, vous l'avez dit. On a pris du retard, l'État français a pris du retard sur le sujet, donc on est tout à fait prêt à y participer, nous aussi, acteurs privés, et puis en regardant également les autres outre-mer qu'on n'oublie pas. Voilà, merci. Oui, allez-y. Pour aller dans le sens de ce que vous dites, monsieur, effectivement, il faut arriver à
à créer une véritable communauté maritime où les acteurs, en fait, ils trouvent chacun sa place et son intérêt à travers un espace de dialogue. Alors, vous dites effectivement, c'est un peu technocratique tout ça, mais il faut quand même aussi fixer un cadre. Et après, c'est au sein des assemblées. Il y a quand même dans ces assemblées, là, pour ce qui est de notre façade, ici, c'est une centaine de personnes et tous les, qui représentent ce qu'on appelle la gouvernance à 5. Il y a l'État, il y a les élus locaux, les collectivités, les associations, les entreprises, les syndicats, les ONG. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est surtout arriver à cette communauté maritime pour que les porteurs de projets puissent être, enfin, leurs actions puissent être facilitées. Et c'est vraiment qu'en discutant et en dialoguant qu'on y arrive. Par exemple, dans ma circonscription, on a mis en place dans une commune qui s'appelle Plobana-et-Lesconil une activité nouvelle, enfin plus ou moins nouvelle, mais enfin en tous les cas innovante chez nous, c'est la culture d'algues en mer. Et ça a été permis grâce à une concertation en amont. Et cette même activité a essayé de s'implanter à Moëlan-sur-Mer. Ça n'a pas fonctionné malheureusement parce qu'il n'y a pas eu cette concertation. Okay. Voilà. Donc je voudrais vraiment insister là-dessus. Au-delà du cadre administratif qui doit être rigoureux, c'est aussi parce que ça répond à des directives européennes qui s'imposent à nous. Eh bien, et aussi doit être en conformité avec notre stratégie maritime nationale. Eh bien, c'est d'arriver ensuite à transformer tout ça de manière concrète sur le terrain. Une courte réaction. Merci beaucoup, Liliana Tanguy. Une courte réaction et puis on va passer à la conclusion. Je suis désolé, mais le temps est vraiment très contraint. Je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez, Madame, tout à l'heure par rapport à la pression démographique. Les parlementaires travaillent actuellement et depuis de longs mois sur effectivement une proposition de loi qui ne devrait pas tarder à sortir, qui dit que quelque part, je résume et sans caricature aucune, érosion côtière et urbanisation du littoral ne font pas bon ménage. Ça, c'est une tribune que j'ai fait co-signer par les membres de la team maritime il y a quelques jours. Effectivement, nous avons aujourd'hui une problématique sur les façades maritimes. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'espère que notre proposition de loi va répondre à ces questions. La seule solution, c'est relocalisation. On n'a pas trop le choix. Donc, il va falloir effectivement entendre que les littoraux, oui, ça fait tout le monde a envie d'y aller, mais il va falloir l'appréhender de manière très différente dans les mois et les années à venir. On est bien d'accord. On peut en reparler. Merci. On va en rester là. Désolé, mais vous pouvez évidemment poursuivre la discussion tout à l'heure. Merci, mesdames et messieurs les députés. Et on va passer à la conclusion, ou j'allais dire à la conclusion de cette séquence des parlementaires avec Isabelle Thomas, députée européen. Merci à elle de me rejoindre. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, vous voulez rester à côté de moi, oui, debout? Alors, je vais vous donner juste un micro. Voilà. Merci. Bien. Bon, on va faire une petite rapide conclusion. Juste quand on a préparé cette petite séquence atelier, vous me disiez la première chose que j'ai envie de dire, c'est finalement qu'il y a une absence totale de conscience maritime auprès, j'allais dire, des pouvoirs publics et peut-être aussi des citoyens. Qu'est-ce que vous entendez par là? Oui, je crois que d'abord en France, je crois que depuis Vauban, il n'y a plus de conscience maritime. Et que même si des événements comme celui-ci, j'ai envie de remercier une fois de plus les organisateurs, essayent de la susciter, de la dynamiser et de la mettre en œuvre, c'est vrai qu'on rame. On rame parce qu'il manque dans ce pays, et j'allais dire en Europe aussi, cette vision maritime. Alors que nous sommes, si on regarde bien déjà la géographie, l'Europe est presque en elle-même une péninsule du continent eurasien, que nous sommes composés de plein de péninsules, l'Italie, la France, l'Espagne, d'îles aussi, l'Irlande, le Royaume-Uni, même si on va sûrement parler Brexit. Mais bref, on a une maritimité géographique qui saute aux yeux. On a en plus, si on regarde l'avenir, des évidences qui s'imposent à nous, puisque on a été pompé les sols en leur retirant leur richesse, leur vitalité,
Et donc, et nous avons d'ailleurs un défi énorme vis-à-vis des océans, parce qu'il va falloir à la fois s'en servir sans reproduire les mêmes erreurs. Donc, si on regarde le futur, il y a la mer. Si on regarde la géographie, il y a la mer. Si on regarde la démographie, 50% de la population européenne, de l'Union européenne, habite à moins de 50 km des côtes, du trait de côte. Donc, c'est tellement une évidence que je n'arrive pas à comprendre pourquoi on arrive... Mais vous l'expliquez comment, justement ? Cette absence de vision, de partir du réel pour arriver à l'idéal, comme disait quelqu'un il y a très 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 longtemps, et de vraiment se dire, d'avoir une vision de long terme. On est toujours dans la vision de court terme. C'est comme les annonces de ce matin, sur les EMR, 2021-2023, and so what ? Comme disait une des intervenantes ensuite, si on n'a pas un séquençage, quelque chose de suivi, qui regarde un peu... Ce qui est bien, moi ce que j'aime dans la mer le plus, je crois, si je dois résumer, c'est que la ligne d'horizon en mer, elle donne une sensation d'infini. Et que justement, elle nous pousse elle nous pousse à avoir cette vision lointaine et elle nous oblige... en tout cas, moi, c'est comme ça que ça me stimule. Elle nous oblige à séquencer les choses et à voir toujours plus loin. Voilà. Donc là, on a l'impression qu'on rame un peu pour voir plus loin. Maintenant, après, une fois qu'on a la vision, c'est très important, mais il faut aussi justement séquencer et avancer avec la réglementation. C'est un peu notre rôle de parlementaire. Rôle de parlementaire, en fait, il est double. Une fois qu'on a la vision, il faut les outils. Les outils, c'est quoi ? La réglementation et les budgets, les finances publiques. Et là aussi, alors je ne sais pas si on parle des ports ou si on parle du Brexit ou si on parle ce qui intéresse le plus. Oui. Mais sur la réglementation, c'est la même chose. C'est-à-dire que là aussi, il faut plutôt des visions. Parce qu'en plus, pour les investisseurs, pour les industriels, s'il n'y a pas de visibilité à moyen terme, il n'y a pas d'investissement. Au moins à moyen terme, si ce n'est à plus long terme, il n'y a pas d'investissement. Donc il faut que cette réglementation et il faut que les financements montrent qu'on y croit. Et qu'on y croit. Et surtout une cohérence entre les deux. Oui, une cohérence entre les deux, en plus. Vous avez tout à fait raison de le préciser. C'est-à-dire que si on se contente de faire des annonces, mais que les financements ne suivent pas, on en parlait ce matin sur le Brexit, par exemple. Bon, évidemment, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne peux pas vous dire, pas de boule de cristal, je pense qu'en tout cas mardi, à la Chambre des communes, il n'y aura pas de majorité pour voter en faveur de la proposition Barnier. Ça, c'est la probabilité la plus élevée, et même on sera très 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 loin d'une majorité à la Chambre des communes. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a deux solutions à l'issue de ça. Soit on reporte et il y a un accord pour dire qu'on se redonne un délai. Et là, peut-être que la Chambre des communes le votera pour discuter. Soit, fin mars, on est en no deal. Bon, quoi qu'il en soit, je dirais, il faut se préparer. Et donc, se préparer, ça veut dire, on aurait dû se préparer. Se préparer, ça veut dire, par exemple, on aura besoin de réglementation si on est en no deal pour que les ports qui sont susceptibles d'accueillir des biens et des marchandises du Royaume-Uni soient agréés comme port de pays d'accueil. C'est une déclaration européenne, c'est pas rien. Il faut s'équiper en infrastructure parce qu'effectivement, avec la douane, c'est pas pareil que sans la douane. Il faut s'équiper en douanier, il faut s'équiper en vétérinaire pour les produits, on en a parlé, etc. Bon, bref, ça, c'est la réglementation et les financements, parce que les douaniers, ça se paye, les vétérinaires, ça se paye. Donc, ce sont des décisions de réglementation et de financement qui incombent aux parlementaires, que ce soit d'ailleurs les parlementaires français que je salue, ou que ce soit les parlementaires européens, puisqu'il y a et des financements européens et des financements nationaux. Sur les infrastructures, on peut trouver des financements européens, et encore, on est en cofinancement, c'est-à-dire région, État, Europe. Et sur les financements de fonctionnement, on n'est que dans du financement budgétaire français. Je sais plus ce que je voulais dire. Sur la réglementation, il y a urgence. Donc, de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est notre rôle, à la fois réglementation et financement. Et évidemment, pour les industriels et pour ceux qui veulent, justement, qui veulent participer de cette vision du futur maritime, il y a aussi besoin qu'on montre, moi je dis souvent, c'est la budgétaire qui parle,
et la budgétaire, parce que je suis à la commission des budgets du Parlement, et en plus, je suis rapporteur sur le cadre financier pluriannuel, et je dis toujours, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. C'est-à-dire que les gens qui font des grands discours, mais qui ne mettent pas, pardon, excusez-moi, je vais être un peu familière, mais le pognon en face, j'y crois pas. Voilà, j'y crois pas, parce que quand on croit à quelque chose, on met tous les moyens nécessaires pour y parvenir. Qu'est-ce que vous entendez par là? J'entends par là, par exemple, je vais vous prendre, puisque la table ronde est innovation. L'innovation, la recherche, ça se paye. Enfin, c'est pareil, c'est d'abord un investissement pour l'ensemble de la collectivité. Si on veut justement faire cette fameuse transition énergétique. Alors moi, j'aime bien, parce qu'en breton, il y a un mot, c'est glace. Glace, c'est bleu et vert. C'est indéfini comme c'est bleu comme et vert, couleur. et on est complètement là. Ouais. Pour moi, on est dans cette transition verte et bleue, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des exigences environnementales, à la fois des exigences économiques, et qui est sur le maritime. Bon, là, si on veut passer à cette transition glace, je crois qu'il y a vraiment besoin de recherche. D'abord, on a peu de données, donc ça demande un investissement sur les données. Ensuite, ça demande un investissement sur la recherche, sur le développement. Voilà. Et ça, il y a un programme européen qui s'appelle Horizon 2020, qui va changer, alors, évidemment, en 2020, parce que c'est son échéance. Et ce programme, aujourd'hui, le Parlement veut le renforcer. Et il y a blocage de la part des États. Et même dans le budget 2019, qui est d'ailleurs du Parlement, de l'Union européenne, pardon, qui est d'ailleurs bloqué, je ne sais pas si on aura un budget 2019. En tout cas, là aussi, il y a une demande des États de réduire ce budget. Donc comment est-ce que vous voulez que les gens, y compris les investisseurs, y croient si on bloque les budgets de la recherche, qui sont quand même des budgets essentiels pour avancer et pour progresser et pour faire confiance. Moi, avant d'être députée européenne, j'étais conseillère régionale, chargée notamment d'énergie entre 2004 et 2010, et on avait la compétence, qu'on a perdue d'ailleurs, je crois, depuis aux régions, on avait la compétence du schéma régional éolien. C'était la région qui avait la compétence. Alors bien sûr, ça ne nous empêchait pas de travailler avec les services de l'État, etc., mais on avait une compétence sans moyens. Donc juste, en fait, même, et pas réglementaire, puisque les régions n'ont pas... Mais le simple fait d'avoir fait un schéma régional où on avait dit, nous, on veut 1000 mégas, on avait dit 1000 mâts, mais 1000 mégas pour la Bretagne, le simple fait que la région s'engage sur y compris des chiffrages, sur la concertation, parce que je ne sais plus, il y a une députée qui disait à juste titre que sans concertation, notamment dans la question de la transition énergétique, ça ne fonctionnait pas. Ça ne marche pas. Et donc le simple fait qu'on s'engage finalement et qu'on ait cette vision, eh bien, ça a suivi derrière, les industriels ont suivi derrière, et aujourd'hui on a plus de 1000 mégas en Bretagne en éolien terrestre, parce que ça ne concernait que l'éolien terrestre. Donc voilà, c'est pour dire que même parfois, quand le simple fait d'avoir une volonté politique, d'exprimer une volonté politique, ça fonctionne. Mais par contre, quand on ne met pas de moyens, alors quand on n'en a pas, c'est autre chose, mais quand on ne met pas de moyens, et même qu'on les réduit, ça laisse perplexe quand même ceux qui veulent investir et qui se disent, et c'est pour ça que les 250 mégas là, de ce matin, c'est un peu... Et le flou, le fait par exemple que le président de la République hier ait fait 1 heure, dont les 3 quarts sur le nucléaire, et pas une fois là pour prononcer énergie marine renouvelable, ça donne pas confiance. Je suis désolée, ça donne pas confiance parce qu'on se dit, bon, mais ils y croient pas, ils veulent y aller, ils veulent pas y aller. Il y a eu des annonces quand même. Ce matin, il y a eu des annonces. Ce matin, il y a eu François. Alors, le ministre, lui, a bien donné les annonces ce matin sur les énergies marines. Mais j'allais dire heureusement, mais on n'est pas quand même dans la clarté totale sur les engagements et surtout pour l'avenir. Plus de clarté, plus de moyens et plus d'engagement. Plus de clarté, plus de moyens. Moi, je pense qu'on était prêt pour avoir un appel d'offres tout de suite. Bon, là aussi, 2021 et puis 2023. Et donc, voilà, on n'est pas dans... une politique volontariste. Je fonce, quoi. Je fonce, je montre que j'y crois. J'y vais. Alors après, peut-être que je me trompe et peut-être que dans les jours qui viennent, il va y avoir des précisions. Ouais. Peut-être qu'on va le convaincre qu'il faut avancer plus vite et plus fort et plus longtemps. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on a ce rôle-là à jouer, de montrer qu'on est déterminé, qu'on veut aller au bout et qu'on y croit. Merci Isabelle. Merci Thomas. à vous. Merci d'être venue nous dire quelques mots. Voilà, on va
clore cet atelier. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était une première. Je pense certainement que cet atelier sera renouvelé pour les prochaines assises avec évidemment d'autres députés et d'autres thématiques abordées. Merci à vous, bon appétit et rendez-vous tout à l'heure pour la suite des assises. Merci.